Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, comme Maria Giulia a dit, nous sommes deux amis et collègues de l'Université de Nice et de l'Université de Turin et nous avons commencé par l'intervention de Matteo Treleani, qui est un ami, généticien, collègue et ami qui travaille à l'Université, comme je viens de le dire, de Nice, bon, Université Côte d'Azur, c'est ça? Université Côte d'Azur, pour les maîtres de conférences HDR. Et il travaille depuis longtemps, surtout sur les questions du numérique, et surtout sur les questions d'archivage, d'archives, de collection. Il a beaucoup travaillé aussi sur une question pas un peu peut-être liée en sémiotique, la question des grands corpus, et la question de comment traiter de manière qualitative des corpus quantitatifs, qui nous donne une question qui nous donne toujours de tête, et donc nous sommes très heureux d'accueillir lui. Parler de, je cite pas, je cite que quelques publications à lui. Qu'est-ce que le patrimoine numérique pour une sémétique de l'archive? Donc vous voyez très bien déjà l'orientation de la recherche de Matteo. Et donc aujourd'hui, il va nous parler de redondance industrielle et automatisation machinique, les effets sémétiques de la remplaçabilité. Merci beaucoup, Matteo. Nous sommes très heureux de t'accueillir. Merci beaucoup, Anne. Merci, Maria Giulia. Je suis vraiment ravi de votre invitation et je suis honoré d'être dans ce séminaire qui, on disait, 70 ans. 60. En tout cas, même 50 serait vraiment beaucoup. Alors, je vais juste essayer de partager mon écran après. Non, c'est pas ça. Je sais pas ce que j'ai fait là. C'est ça que je voulais faire. Bien parler en français, n'est-ce pas? Tu veux que je parle italien? Je peux. Non, mais parce qu'on a vu le titre en anglais. Google Translate. Je sais donc qu'est-ce qu'il est fait partager. Il faut que je trouve les. Il se passe quelque chose. Ouais. Voilà. Ok. Bon, donc. Je vais redire ça comme ça. Oui, c'est possible, parce que, regarde, c'est difficile sinon. Okay, très bien. Donc, je renouvelle mes remerciements et je suis heureux d'être là et je suis heureux surtout d'avoir vos retours vis-à-vis de que je vais présenter un peu, surtout sur la partie sémiotique. J'ai dit la partie sémiotique parce qu'au début, il y aura beaucoup de données qui sont issues d'un projet de recherche que j'ai suivi avec Dario qui est là. Donc, en fond, tu pourras voir les résultats du projet et donc on pourra en discuter. Donc, alors, je peux parler de cette idée d'économie sémiotique, de la répétition. Alors, je parlerai d'économie sémiotique au sens d'une idée d'une administration du sens qui passe par la pratique industrielle de la reprise. Et on va parler donc des conséquences représentationnelles de ces systèmes. Et on va voir que cela est lié à la question de la remplaçabilité des formes de l'expression. Et voilà, c'est ce que je vais essayer de montrer. Donc, quand on parle d'économie sémiotique, bon, on peut en discuter. En tout cas, l'idée, c'est qu'il y ait une rationalisation de la gestion du sens qui passe par des processus qui sont essentiellement des processus industriels et empiriques qui se donnent dans la pratique de la construction des contenus dans les cas que je vais vous présenter, essentiellement audiovisuels et d'information. Alors, je m'excuse parce que jusqu'à hier, j'avais plus de voix. Donc, j'avais même dit à Maria Giulia que je ne pouvais pas intervenir. Donc, je suis obligé de boire du thé de temps en temps. Du thé au lait. Voilà. Ah, je n'ai pas mis du miel. Ouais.
Je vais commencer de suivre les plans suivants. Tout d'abord, je vais vous donner donc les contextes, une étude essentiellement empirique dans ce projet qui était donc financé par l'IDEX, l'Université Côte d'Azur, et qui se faisait en collaboration avec l'Université des Nanterre, sur la question de la répétition dans les médias audiovisuels. Et nous allons voir donc l'importance de la répétition et l'évolution en fait du système de la répétition dans le monde audiovisuel. Par la suite, je vais introduire l'idée d'utiliser un paradigme analytique pour travailler sur la circulation des images, qui est celui de penser les images des médias comme des archives. Et je vais introduire cela, ce qui permet d'en suivre la circulation. Et par la suite, on va voir donc quels sont les effets sémiotiques de la répétition, comment les images changent des valeurs dans leur circulation. Donc l'intérêt de considérer l'image comme un processus dynamique plutôt que comme une instantanée statique. On va parler de ces deux polarités un peu barbares, des spécifications, généralisations. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je pense que c'est le bon endroit. Et puis, on va voir comment, de mon point de vue, il y a une production des stéréotypes ou d'emblèmes visuels qui sont la conséquence, en fait, de l'infrastructure industrielle des médias. Et donc, on pourrait aller vers, en fait, l'idée que la production des stéréotypes est souvent une conséquence non intentionnelle du système. Et cela nous permet aussi de placer donc en perspective les évolutions du système audiovisuel, dont donc l'automatisation, ce que l'on appelle aujourd'hui les SLOP, par exemple, les productions d'IA génératives qui envahissent l'espace du visuel. Donc, si on les situe empiriquement, industriellement et aussi donc historiquement dans l'évolution des médias audiovisuels, on les voit comme une tendance qui, de la remplaçabilité, l'interchangeabilité des contenus, va vers l'automatisation de la production comme une conséquence tout à fait évidente et qui permet aussi de remettre en perspective en fait tout le discours qu'on a sur la post-indexicalité des images et ainsi de suite. Donc, à la base du discours, si on veut, il y a un peu l'idée de faire une forme de sémiotique matérielle, c'est-à-dire ancrée dans les conditions des productions et les conditions matérielles, économiques, infrastructurelles de la circulation des images pour en comprendre l'évolution et les chargements des valeurs qu'elles subissent au cours de leur parcours. Voilà, donc je commence par la partie d'analyse des données. L'année dernière, avec Dario, on a eu accès à ces corpus, qui est un corpus, je pense, extraordinaire. Ce sont en fait au dépôt légal de la télévision, l'Institut national de l'audiovisuel, donc où sont archivées toutes les chaînes de télévision françaises, ont appliqué un logiciel de reconnaissance visuelle pour trouver toutes les répétitions. Et donc toutes les images, en fait, les séquences d'images, de minimum 7 secondes, donc on verra que 7 secondes, c'est pas rien, ça peut être même beaucoup, qui se répètent dans un flux audiovisuel de 4 heures sur 24 des chaînes de télévision. Et voilà, donc c'est encore plus vraiment extraordinaire. Donc on a analysé dans le cadre de ces projets financés par l'IDEX et qui nous a été mis à disposition par donc, les labs INA et Arthur Lézé, Claude Mouchou, que je remercie. Donc ici, par exemple, on peut voir juste un aperçu, ce sont les deux chaînes françaises principales, TF1 et France 2, entre 2012 et 2024, donc il y a 12 ans, jour par jour, on peut voir donc la présence en fait des séquences audiovisuelles qui n'ont pas été, qui ne sont pas nouvelles, donc qui sont des reprises des séquences qui avaient déjà été diffusées avant. Et donc on voit que
on part des 10 heures jusqu'à parfois 22 heures de répétitions par jour, 22 heures sur 24. Donc, on considère que TF1 et France 2, c'est les deux chaînes principales. Donc, c'est les deux chaînes qui ont le plus de budget pour produire de la nouveauté. Donc, on peut s'imaginer qu'il y ait moins de répétitions. Par contre, il y en a énormément. Il y a une différence entre TF1 et France 2, évidemment, parce que sur TF1, il y a plein de publicités. Donc, la publicité impacte la différence entre les deux chaînes, la chaîne publique et la chaîne privée. Mais donc, on voit la présence de la répétition comme, non pas comme quelque chose d'anodin, d'accessoire, mais comme quelque chose de structurant dans les flux audiovisuels. D'ailleurs, il faut penser que aussi ces données sont un peu biaisées. Donc, évidemment, les répétitions se retrouvent à l'intérieur du corpus. Donc, si quelque chose est répété, il n'est pas dans les corpus, n'est pas repéré. Donc, il faut penser qu'il peut y avoir des choses qui ne sont pas repérées. Et les répétitions durent minimum 7 secondes. Et il y a pas mal d'images répétées qui durent beaucoup moins que 7 secondes. 7 secondes, il faut penser, dans l'audiovisuel, c'est 2-3 plans, parfois même 4. Voilà, donc il y a plein de plans qui se répètent, donc des plans de 2 secondes, 3 secondes, qui ne rentrent pas dans ces logiciels. Donc voilà, la présence de la répétition est très importante. Donc une autre donnée, ça c'est pas à nous, mais ça vient de YouTube. Et donc c'est la quantité des vidéos uploadées sur YouTube, les heures des vidéos par minute uploadées sur YouTube. On passe presque une centaine d'heures uploadées toutes les minutes sur YouTube en 2012 en 2020. Puis il y a le Covid, donc les données changent. Mais disons qu'on multiplie par 5 la quantité des contenus audiovisuels uploadés sur YouTube en moins de 10 ans. Aujourd'hui, 2026, ça doit avoir encore augmenté. Et donc, il y a une explosion en fait des productions audiovisuelles. Et depuis certaines quantités de temps, il y a une augmentation aussi des espaces des diffusions pour des contenus audiovisuels. Quand je parle d'audiovisuel, évidemment, on pourrait dire la même chose pour plein d'autres contenus. Moi, je m'occupe de l'audiovisuel, on pourrait parler des images, de l'écrit, on n'en parle même pas. Mais donc, il y a une grande augmentation des contenus produits, des contenus diffusés, mais aussi des espaces de diffusion et des possibilités de production. Donc, nous, on a observé donc, la télévision. La télévision, juste si on pense, les vieux comme nous peuvent se rappellent de la télévision des années 90. Donc, dans les années 90, on est passé une dizaine de chaînes à 180, 200 chaînes en quelques années. Donc, il y a eu une augmentation évidente des espaces de diffusion et donc théoriquement d'expression. En 2006 arrive YouTube et donc ça fait exploser de manière exponentielle la possibilité de produire et diffuser des contenus audiovisuels. Et bon, on peut penser aussi en fait qu'on pourrait inverser les choses. Donc tout ça, ça a été vu par il y a un sociologue, je ne sais pas si vous connaissez David Eismondag, qui appelait les gens comme Henry Jenkins des digital optimistes. Donc lui s'occupe d'industrie culturelle et donc son idée c'était en fait de remettre en perspective l'évolution des médias qui a été vue comme une ouverture à la possibilité de produire des contenus pour les spectateurs lambda comme en fait un système, une industrie vouée au remplissage en fait. Et une industrie de remplissage a besoin des gens qui produisent des contenus. Et donc YouTube et les user-generated content, c'est une évolution qui va dans ces sens. C'est-à-dire on ouvre des espaces, les espaces produisent de la valeur et donc il faut combler les contenus de ces espaces. Et donc on crée les user content pour permettre cela. Et donc on fait face en fait à un système et à des espaces de diffusion, de production qui en gros l'infrastructure industrielle n'arrive pas à faire face à cette quantité d'espace. Elle n'arrive pas à faire face, en fait, c'est une histoire ancienne. Déjà, avec l'arrivée de la télévision, dans les années 60, quand on commence vraiment à diffuser, les gens commencent à regarder la télévision, quand on a une chaîne ou 3 chaînes, déjà le problème de la télévision, c'était qu'est-ce qu'on diffuse.
Et donc, on achète des films, on montre des leçons universitaires en direct, et même avant l'arrivée de la publicité. Donc, le problème, c'était de remplir les espaces. Et bon, ce problème continue de se manifester encore aujourd'hui de manière encore plus exponentielle avec les explosions des espaces de diffusion. Donc, la répétition, voilà, ce n'est pas quelque chose d'anodin, mais c'est quelque chose qui structure donc l'espace audiovisuel, parce que justement, l'espace audiovisuel n'arrive pas à être rempli avec de la nouveauté tout le temps. Ici, on voit par exemple les moyennes de répétition journalières sur les chaînes, principales chaînes françaises. Donc en rouge, c'est les répétés et en jaune, c'est la nouveauté. Et donc on voit qu'il y a des chaînes qui répètent presque, quand on a 21 heures de répétition, évidemment, ça veut dire qu'avec les marges d'erreur, c'est probablement tout est répété, il n'y a rien de nouveau. Donc on peut se dire qu'on est entre un tiers et 2 tiers des répétitions par chaîne. Donc ça concerne donc des médias qui ne sont pas les mêmes médias que YouTube qu'on a vu tout à l'heure, mais en fait, même dans YouTube, même dans les médias sociaux, finalement, on a eu une période où les productions étaient celles donc des usagers et des anciens spectateurs. Et petit à petit, on voit que même dans les médias audiovisuels que l'on appelle sociaux, on est en train de revenir à un système productif et distributif très proche de ce que l'on faisait avec la télévision. Je ne sais pas si vous avez vu, donc l'année dernière, en avril, Mark Zuckerberg était devant une commission du Congrès américain où il disait que les médias sociaux sont morts et qu'on passe des 17% des visionnages de ce qui est produit par nos amis à 5% en année. Donc, en fait, la plupart du visionnage qui s'est fait sur Facebook et Instagram ne sont pas nos amis, nos contacts, mais sont d'autres diffuseurs. Et donc, des diffuseurs qui ont des structures industrielles ou semi-industrielles, même si c'est des youtubeurs ou des professionnels, disons, des médias. Donc, on est passé d'un système qui, pendant un certain moment, donnait la voix à des gens, à un système, en fait, qui revient sur un modèle avec une infrastructure beaucoup plus lourde et beaucoup plus industrielle. Donc, c'est là pour dire que donc on a une évolution, une augmentation des productions, des espaces, des acteurs qui produisent, mais on n'a pas une augmentation apparente de la diversité. Donc, la diversité visuelle, au contraire, je pense qu'on a tous les sentiments que la diversité visuelle ne s'est pas n'a pas augmenté, mais même au contraire, on va se dire qu'elle s'est renfermée. Et bon, ce qu'on essaie de voir, donc, c'est comment, si l'on regarde en fait une petite parcelle de ces répétitions, on va voir que la répétition, on joue une partie sur cela. Donc là, on voit donc une vision des lois, non? C'est une very distant viewing dans ce cas. On ne sait pas du tout de quoi on parle, de qu'est-ce qui se répète. Et donc, avec Dario et une stagiaire qui s'appelle Salma Taleb et Marco Winkler à I3S, on a essayé de comprendre quels sont du moins les genres des contenus à répéter, restant toujours à distance. Donc, on est toujours dans la vision à distance. Et donc, on a demandé une extraction aléatoire des 100 000 répétitions sur une seule année, 2023. Et on a annoté manuellement 4 000 répétitions. Et à partir des 4 000 répétitions annotées, avec un arbre décisionnel, Salma a annoté automatiquement toutes les autres 100 000 répétitions. Et donc, on peut voir ici en gris surtout la publicité et en rouge et orange les news. Donc, on voit l'impact des images d'actualité qui est très importante, évidemment des publicités. Et ici, peut-être, c'est plus intéressant parce que donc, ici, en fait, vous avez juste un pourcentage de répétition par chaîne, mais ici, vous avez la quantité en forme de durée des répétitions. Et donc, on peut voir comment les chaînes d'enfants continu ont une grande quantité de répétitions.
Donc France Info, France 24, BFM TV, CNews, LCI, même si aussi on a quelques erreurs. Et donc, même d'un point de vue quantitatif, même si ces images, nous allons voir, sont essentiellement des séquences plutôt courtes, la répétition est très importante. Et même ici, on peut voir globalement en fait, que si les pubs représentent quantitativement la plus grande quantité des segments répétés, ben, les news sont le deuxième genre les plus représentatifs de la totalité du corpus. Alors, petite parenthèse, on a là, je remercie Caio qui est là, donc j'en profite pour le citer, mais en regardant en fait une représentation en fait de nos données, on a pu voir une différence assez étonnante entre les modalités d'utiliser de la répétition des chaînes d'infos publiques, des chaînes d'infos privées, et qui semblent être liées au fait que les chaînes d'infos publiques, France 24 et France Info en particulier, les chaînes d'infos privées, qui sont ici BFM, LCI et CNews, présentent beaucoup plus des segments répétés très courts, donc des segments répétés qui durent moins que 30 secondes, alors que l'impact des segments répétés moyens entre 30 et 120 secondes est plus représenté par France 24 et France Info. Donc ça peut paraître anodin, mais ça me paraissait quand même intéressant par rapport au fait que, donc je ne sais pas si vous avez vu que CNews a été épinglé par Reporters sans frontières. Ensuite, le Conseil d'État a appelé l'ARCOM à intervenir sur CNews, qui n'était plus considéré comme un média d'actualité, mais un média d'opinion. Bon, après, cette différence entre média d'actualité et média d'opinion, c'est assez particulier, mais donc c'est que là on voit une différence effectivement, mais une différence qui ne semble d'ailleurs même pas relative au fait que les chaînes privées montrent beaucoup plus les publicités, parce que là on a enlevé les publicités, ce ne sont que les news qui sont représentées dans ces graphes. Mais en gros, les séquences qui durent moins de 30 secondes, maintenant on va voir de quoi il s'agit, sont les plus représentés par les chaînes. Et alors que sur France 24 à France Info, il y a beaucoup de séquences qui durent entre 30 et 120 secondes. Donc, il faut penser qu'une séquence de 1 minute et 20 secondes en moyenne, c'est un sujet de JT. Donc, on comprend que ce sont les sujets de JT qui reviennent. Alors que les images répétées sur BFM, CNews, LCI, sont des images plus courtes. Et donc, ce ne sont pas des sujets de JT. Ce sont soit ce qu'ils appellent du off, donc des sujets de JT avec des voix off qui commentent les sujets, soit vraiment des images intégrées dans les sujets de JT. Il y aurait donc, c'est que André Gunther, en 2015, avait parlé de l'usage langagier des images. Il parlait de l'image conversationnelle, et donc, en fait, de l'usage de l'image dans les conversations comme WhatsApp. Mais là, je pense qu'on pourrait étendre, en fait, cette vision des choses des WhatsApp à quelque chose qui s'est passé déjà, en fait, dans les médias traditionnels, c'est-à-dire le fait d'utiliser les images pour faire du discours. Donc, non pas pour montrer essentiellement des choses, mais pour accompagner les discours portés par la voix, ce qui est dans les études du JT, en fait, l'importance de la voix est quelque chose de très remarqué un peu par tout le monde. Et donc ici, voilà, je reviens sur la durée des séquences, la fréquence des séquences répétées. Et on voit que les séquences... oui, je n'ai, quelque part. Non, non. On voit que les fréquences les plus répétées sont les séquences les plus courtes. Bon, sachant qu'ici, on est toujours dans l'extraction donc des 100 000 répétitions sur 2023. Donc, il faut s'imaginer que c'est beaucoup plus que ça. Mais donc, les segments répétés, donc c'est images en fait très courtes, de moins de 30 secondes, sont aussi les plus présentes et les plus fréquemment réutilisées dans le média audiovisuel. Bon, tout ça, c'était en fait pour
Donc, c'est des données, en fait, qui nous montrent comment on commence à voir ici un lien entre des questions, en fait, plus à distance, donc globalement sur le fonctionnement de l'industrie audiovisuelle et des chaînes d'information en particulier, et des éléments qui commencent à devenir intéressants pour un sémiologue, c'est-à-dire la question des genres, déjà de séquences répétées, la durée des éléments, en fait, qui semblent donc relier des éléments concernant les contenus à la façon dont ces contenus sont repris et donc sont réutilisés dans les systèmes. Je fais un exemple. Ici, on a des types d'images qui sont des images courtes qui sont reprises et qui sont réutilisées dans un sujet des JT. Ces images viennent donc du projet précédent Liner Corboran. Ici, par exemple, ce sont des images d'illustration, ce qu'on appelle habituellement des images d'illustration pour des sujets des JT qui concernent les Covid, mais en novembre 2020. Et donc, on voit que les images circulent entre des chaînes privées et des chaînes publiques. Il y a la RAI, il y a Mediaset, et aussi en France, donc en France et en Italie, on a les mêmes images qui sont reprises et qui sont donc réemployées et dans différents contextes à différents endroits. Or, habituellement, ces images, ces types d'images-là en particulier sont des images qui viennent des banques d'images des associations d'information comme Reuters. Donc, dans ces cas, c'est Reuters. Mais donc, on peut discuter avec ces producteurs d'images illustratives qui sont AFP, Associated Press, Reuters, donc Reuters en particulier. Et ensuite, les fonctionnements, et ça, c'est un fonctionnement très complexe. Reuters, par exemple, n'est pas qu'un producteur d'images, mais c'est une plateforme qui produit ses propres images. Parfois, ce sont des images factuelles. Parfois, ce sont des images qui sont vouées à être juste illustratives pour être utilisées de manière générique. Parfois, ils rachètent des images à d'autres plateformes, à des chaînes locales, des chaînes nationales. Donc, le système est vraiment complexe. Et disons que dans la circulation, on perd les producteurs, l'auteur de l'image. L'auteur de l'image disparaît petit à petit lors de la circulation. Et donc, on reste avec des images qui font illustration, dont on a perdu les contextes originaires, les contextes de production. Et il y a une complexité dans les circulations, dans les partages, dans les parcours de ces images qui les refaçonnent, les remodèlent, mais qui semblent être intéressants à être pris en compte. Alors, dans les cas de ce type d'image que l'on appelle illustrative, disons qu'il y a une valeur qui est la valeur de la réemployabilité de l'image. Donc, ce type de séquence, donc ici, pour avoir une séquence, par exemple, qui concerne donc un test du Covid, et cette séquence doit être évidemment, doit pouvoir être utilisée à différents moments. Donc, il faudrait qu'il y ait les moins d'éléments possibles qui puissent nous renvoyer à une période précise. Donc, ici, par exemple, on voit que les pauvres testaient un t-shirt. Donc, on peut s'imaginer que la séquence a été filmée en été, alors qu'on est en novembre. Donc, déjà, en fait, il y a un décalage entre les moments où l'image a été filmée et les moments où on veut la réemployer. Il faut que la personne puisse être en italien et en français aussi, parce que l'image a circulé entre la France et l'Italie. Donc, en fait, pour pouvoir construire une image de ce type et pour que cette séquence produite par Reuters soit rachetée par le plus de chaînes possibles, il faut réduire en fait sa complexité représentationnelle au minimum à des traits les les plus emblématiques possibles pour ce que l'image veut signifier, et donc faire s'effacer tous les éléments périphériques
de l'illustration, de la représentation, pour ne garder donc que les éléments essentiels. Donc, on a déjà ici, en fait, dans la valeur industrielle, donc économique de l'image, c'est-à-dire pourquoi l'image est reprise. Elle est reprise parce que elle permet d'illustrer un test de Covid à distance de plusieurs années. Et elle l'a fait en enlevant tout ce qui pourrait nous rapporter à un contexte spécifique. Par exemple, que l'on soit dans une ville précise, plutôt qu'une autre, en période donnée précise, etc. Donc, cette valeur, c'est une valeur qui est une valeur vouée à la remplaçabilité. Il faut que l'image soit aussi interchangeable et remplaçable. C'est-à-dire que si je passe celle-là, j'en prends une autre, mais qui en fait représente la même chose dans la tête de l'auteur du sujet du JT, mais en même temps, il faut qu'elle soit la moins détaillée possible et qu'elle représente de manière la plus simple et directe, peu de traits, qui sont des traits donc exclusifs, emblématiques de l'image. Alors, j'ai avancé les choses, mais j'ai fait un pas en arrière juste pour parler de comment donc j'essaie de travailler sur le fait que les images circulent et on peut partir des alors c'est cette image de J.D. Vance de l'année dernière au Groenland qui avait énormément circulé. Alors on peut se dire que l'image il est difficile en fait de comprendre quand on parle de cette séquence, il est difficile de comprendre de quelle image exactement on parle. Parce qu'effectivement, chaque répétition est différente. Donc, à chaque fois, à chaque occurrence en fait, de l'image, on a quelque chose de différent. On a des incrustations, on a un contexte différent, on a une discursivisation qui est différente, donc on a une recontextualisation à chaque reprise de l'image. Mais au-delà de la recontextualisation, factuellement, aussi, les pixels qui la constituent ne sont pas les mêmes, l'URL n'est pas les mêmes, donc il y a ce que nous appelle un processus de différenciation. Alors, je pense que dans les termes de Deleuze ici, sont vraiment extraordinairement clairs et précis pour comprendre les phénomènes de la circulation de l'image. Quand Deleuze dit que ce n'est pas les mêmes qui reviennent, mais c'est le revenir qui est le même de ce qui devient, le dit à propos de l'éternel retour dans Nietzsche. Donc, l'idée, c'est qu'on n'a pas une identité unique qui se répète, qui revient, mais c'est le revenir, donc c'est la répétition qui fait l'identité de quelque chose qui est une pure différenciation, qui est un processus, donc c'est ce qu'il dit quand on parle de répétition, elle parle d'un processus de différenciation. Un processus de différenciation, donc, qui se donne à voir pour nous dans la réinstanciation continuelle. Et en fait, là, c'est vraiment éclatant, je pense, parce que la raison pour laquelle on parle de l'image, c'est qu'il y a des répétitions. Donc, l'image existe parce qu'elle est répétée. Donc, et elle est répétée à chaque fois différemment. Donc, en fait, c'est dans sa différenciation, en fait, que l'on arrive à identifier une occurrence unique que l'on appelle donc l'image des J.D. Vance à Groenland et qui avait été prise par un photographe d'AFP en 2025, en février 2025, dans un reportage qui incluait des dizaines d'images, mais il y en a une qui a été sélectionnée, cette séquence qui a été sélectionnée, qui a ensuite été reprise dans un phénomène des puissances, courbe de puissance. Elle est de plus en plus reprise justement parce qu'elle était déjà reprise avant. Donc en fait, on en sélectionne une pour des raisons plus ou moins compréhensibles et ensuite elle est reprise parce que tout le monde l'a déjà vue, tout le monde l'a déjà utilisée et donc il y a des éléments que l'on connaît bien en sémiotique, des facilités de l'interprétation qui permettent aux journalistes de reprendre quelque chose de déjà vu. Là, on ne voit pas l'ours sur la banquise. C'est une image aussi stéréotypique. Absolument. Après, il y a celle
Trump avec les pingouins et les lampes. Donc, comment étudier en fait? Donc, l'idée serait que pour travailler sur la circulation des images, donc aujourd'hui, pourquoi on s'est dit on veut travailler sur la circulation des images? Parce que évidemment, on a toutes ces réinstanciations. Donc, avant, ces réinstanciations étaient moins présentes ou moins visibles, disons. Aujourd'hui, ces répétitions, on voit que l'espace du visuel est immense, mais il est de plus en plus occupé par par les mêmes contenus qui se répètent continuellement. Qu'il s'agisse donc des contenus illustratifs, comme c'est le cas ici, ou qu'il s'agisse des contenus plutôt emblématiques, comme c'est le cas dans cette image qui représente, disons, symboliquement une attitude, disons, des États-Unis vis-à-vis, dans ce cas, de la Groenland. Et donc, on pourrait se dire que parfois, dans l'analyse de l'image, on a pris, c'est comme si on avait pris une instantanée, en fait, d'un phénomène continu, dans un processus de différenciation, donc. Et donc, l'image, on pourrait la considérer non pas comme quelque chose de statique, mais plutôt comme quelque chose de dynamique, donc quelque chose qui se réinstancie dans chaque déclinaison, dans différents médias, dans différentes reprises, et qui, en fait, ce qui fait la vie de l'image, ce sont toutes ces réinstanciations et non seulement un exemplaire, une occurrence prise parmi d'autres. Et donc, comment travailler sur ces processus, ces dynamiques circulatoires? Je ne me souviens plus, j'ai combien de temps? 45, 50 en tout. Donc 32, oui, encore en 15 minutes à vouloir exagérer. OK. Bon, je vais accélérer un peu. 15 minutes, oui. OK. Donc, 20 minutes. 20 minutes. Et donc, l'idée, c'est de penser ces images comme des archives. Et donc, des archives au sens français du terme, qui est, je pense, très utile. En italien, par exemple, donc, on ne dit pas archive de cette manière-là. L'archive, c'est l'institution des archives. Et en français, on dit archive pour dire les documents, ce que l'on appelle en italien, en espagnol, les documents. Hein? Donc, les documents archivés. Et donc, pourquoi penser les images comme archivées? Donc, tout ce dont on a parlé ici, les images et le contenu audiovisuel qui circulent dans l'espace télévisuel aussi, sont essentiellement des contenus qui subissent des processus d'archivage. Ils sont tous archivés. Ils sont archivés même avant d'être utilisés. Donc, ce sont des contenus qui sont produits et on a eu l'habitude, dans les sciences de l'information et de la communication, par exemple, de penser les conditions de production des contenus. Et ensuite, de penser les conditions de réception, d'interprétation des contenus. Mais en fait, il y a tout un laps entre la production et la diffusion des contenus, qui est les processus qui portent à leur stockage, conservation, archivage, documentation, et aussi par la suite rédocumentarisation, réarchivage, réconservation et reprise à nouveau. Donc, tous ces processus-là sont des processus très complexes parfois, où il y a une activité des filtres, des sélections et une activité des documentations qui fait dire aux images certaines choses. Donc, ce n'est pas que la contextualisation, la discursivisation, en fait, qui décide du contenu d'une image, mais ce sont aussi les conditions matérielles par lesquelles les images sont reprises et redocumentées. Donc, je fais un exemple très simple. Donc, dans les projets ANR Corporal, je vais travailler sur ces fonds d'archives qu'à Mediaset, les chaînes de Berlusconi, vous savez, appellent les précieuses, donc les images précieuses. Donc, ils ont une base de données d'à peu près 900 000 dossiers. À l'intérieur de ces 1000 dossiers, il y a différentes hiérarchies des contenus où ils ont des images qu'ils appellent précieuses parce qu'ils les utilisent souvent et qui sont des images en gros d'illustration. Donc là, on a deux exemples d'images qui appartiennent à deux dossiers. Donc au dossier ouvrier artisan et au dossier immigration. Alors, ils appellent manifestement les personnes qui travaillent là sont d'origine étrangère, je suppose, c'est pour ça qu'ils doivent les avoir placées dans les dossiers immigration. Mais donc, il y a une belle différence si ces images ont la documentation immigration ou ouvrier artisan.
Et ça, donc la documentation, la métadonnée appliquée à l'image décide de la manière dont elles seront utilisées, réemployées et reprises aussi par la suite de leur circulation. Donc on voit que l'on décide en fait du sens de l'image, non seulement au moment de leur production et au moment de leur discoursivisation, mais aussi dans ces milieux, dans ce processus industriel où les images sont documentées, archivées, stockées. Évidemment, dans cette activité d'archivage et de stockage, il y a aussi des moments où des images sont sélectionnées, d'autres sont écartées, ou certaines subissent une étiquette plutôt qu'une autre. Et donc, elles disparaissent dans un domaine et vont faire partie d'un autre. Les travaux de la reprise, donc ici, c'était ce qu'ils appellent les desk images, c'est-à-dire que c'est un endroit dans les sièges de Mediaset de Milan où il y a des personnes, parmi eux, c'était des stagiaires de notre année, à qui on demande, lorsqu'on a besoin d'une image pour illustrer quelque chose dans un JT, on leur demande d'aller pêcher. Par exemple, on a besoin d'une image d'ouvrier artisan. Et arrive sur l'écran la demande. En fait, la personne est invitée à chercher des images qui peuvent coller avec les sujets en question. Donc, renvoie ces images au monteur du JT. Le monteur du JT décide s'il la réutiliser ou non, s'il la remettre donc, dans le sujet. L'auteur va vérifier aussi. Évidemment, à la fin, il y a un final cut quelque part, mais on peut se dire que c'est final cut de l'auteur du reportage ou du journaliste est certainement guidé, orienté par des conditions, des possibilités de la circulation des images qui sont décidées ailleurs, qui sont décidées dans ces complexes réseaux des acteurs, éléments techniques, industriels et ainsi de suite. Bon, là, il y a des exemples donc d'images d'illustration. Alors, donc, de mon point de vue, lorsqu'on fait ce travail, donc ce travail, c'est des images d'illustration qu'on a vu tout à l'heure, où donc on essaie de mettre en avant donc la réemployabilité, l'interchangeabilité des images, est quelque chose qui n'est pas si anodin sémiotiquement. Donc, ça peut paraître anodin pour des images comme celle-ci, par exemple. Donc là, par exemple, on représente des sujets liés à l'économie avec de l'argent et des billets comptants, des pièces. Bon, après, dans ces genres de reportages, on aura aussi les courses de la bourse, non, traditionnelles, etc. Mais alors, par exemple, ça aussi, c'est un choix. Non, c'est un choix qui porte à une certaine conséquence sur la façon de représenter l'économie. Bon, tout bêtement, on pourrait avoir des cartes de crédit au lieu d'avoir des billets comptants. Non, ça ne représente pas forcément la façon d'interagir, de faire des achats aujourd'hui. On pourrait justement avoir les trading en bourse ou les placements des capitaux plutôt qu'avoir ce genre d'images-là. Donc, on a une représentation, par exemple, de l'économie et du marché qui est liée à ce qu'on s'imagine très bêtement comme le fait d'aller faire les courses. Alors que les marchés n'est pas que ça, c'est aussi acheter une maison, c'est aussi... Voilà, donc on est en train quand même d'orienter là déjà la façon de penser de penser l'économie, de penser les marchés d'une manière qui peut sembler anodine et pas forcément intentionnelle, probablement non plus, mais qui a des conséquences. Donc moi, ce que je pense, c'est que ces conséquences sont dues au fait que les images sont remplaçables et réemployables et illustratives. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse comme choix des représentations, l'image illustrative sera forcément problématique. C'est-à-dire qu'elle va forcément représenter un trait plutôt qu'un autre. Et donc, elle va forcément emblématiser quelque chose et donc réduire les concepts à certains traits qui deviennent emblématiques et qui ne peuvent en diminuer donc la diversité de la représentation possible. Si on rajoute ça au système où un sujet de JT doit être très court, donc il doit y avoir peu d'images, et au fait qu'en fait les images qui reviennent sont toujours les mêmes, parce qu'elles sont les mêmes qui circulent, en fait on construit on réduit la diversité visuelle à cause du système et à cause du fait, disons, que
en fait, là, dans ce cas, la télévision, mais c'est la même chose pour les autres médias audiovisuels, on a l'horreur du vide. Et donc, on ne peut pas présenter un écran noir. Donc, si on n'avait rien à montrer, ce serait très juste, peut-être, et éthique de montrer un écran noir. On ne montre jamais d'écran noir. On ne peut pas montrer un écran noir à la télévision. Donc, plutôt que de montrer un écran noir, on doit montrer quelque chose. Et donc, on doit illustrer de manière orientée ce que l'on est en train de dire. Donc, évidemment, là, ça, c'est des images d'illustration qui peuvent sembler non problématiques, mais il y en a d'autres. Donc, dans le cas des liners Probora, par exemple, on avait collecté 40 000 images d'archives en France et en Italie, dans les JT, sur 6 chaînes liées à la construction de l'Union européenne. Sur ces 40 000 images, il y en a 1900 qui sont liées au sujet migratoire. Sur les 1900, il y en a 600 et quelques qui présentent la migration sur des bateaux. Donc, entre un tiers et un quart des images liées à la migration, on a des bateaux. Donc, on a une représentation de la crise migratoire. Donc, ces images, alors, il faut penser que la période qu'on a prise va de 2000 à 2021. Donc, on a au milieu la crise migratoire de 2015 à 2016. Donc, évidemment, il y a un impact très fort de la crise migratoire de 2015 à 2016 où on montre plein de bateaux. Il y avait plein d'arrivées à Lampedusa liées à la guerre en Syrie. Mais paradoxalement, si on regarde les ratios entre images des migrants sur bateau et migrants non sur bateau avant 2015 et après 2016, il y en a plus en ratio avant et après que pendant la crise migratoire. Pendant la crise migratoire, c'est là où il y a le plus d'images, mais où il y a étrangement aussi un peu de diversité, mais avant et après, ce qui existait déjà dans l'imaginaire commun, l'idée du migrant qui se déplace en bateau, les migrants italiens, New York, etc. Mais la présence du bateau est toujours présente. Et donc, quand on va regarder après qualitativement ces séquences, on voit que les séquences sont presque toutes des usages génériques des images. Donc, ce ne sont pas des images factuelles qui parlent d'un bateau précis qui a dépassé la Méditerranée à un moment, le 14 avril 2015, mais ce sont des reprises d'images qui étaient factuelles au départ, mais qui sont devenues génériques dans leur usage et qui ne sont là que pour signifier l'immigration, et même pas que l'immigration clandestine, mais l'immigration tout court. Parce qu'après, les bateaux deviennent la représentation de l'immigration, alors que ça représente un pourcentage négligeable de la migration qui en Europe vient à millions de manière régulière et non pas clandestinement. Et même quand c'est clandestin, ce n'est pas que c'est sur des bateaux, ce n'est pas que de manière dangereuse, etc. Donc, en fait, là, les fonctionnements du système qui porte à reprendre des images, à les utiliser de manière illustrative et à les réutiliser, les reprendre, là, on peut s'imaginer que vous avez ces personnes qu'on a montrées tout à l'heure, à qui on demande de donner une image. Là, il y a Jean-Claude Juncker et Angela Merkel qui se rencontrent pour parler d'immigration. Donne-moi une image d'immigration, cherche migration dans son ordinateur. On lui donne des images comme ça. Donc, il en choisit une, l'image est réutilisée, et au lieu de montrer un professeur italien qui est à la maison sujet, on montre des bateaux, on montre des bateaux des migrants. Et donc, évidemment, là, on a une forme d'emblématisation qui porte à la stéréotypisation. Donc, on a enlevé, en fait, on a ce pigement représentationnel qui a ces blocs qui perd toute la périphérie, donc, comme le dit Ruth Amossi et Henri Boyer à propos de l'emblématisation et de la stéréotypisation. Donc, en fait, on a les figements qui s'arrêtent sur certains traits. Et donc, en fait, c'est fait de s'arrêter, c'est de se condenser sur certains traits et un processus qui est provoqué dans ces conditions de reprise et dans ces conditions aussi d'archivage et de documentation des images. Désolé. Alors, on pourrait voir dans un phénomène qu'on peut appeler généricisation dans ces cas. Alors ici, il y a un exemple.
vous avez une image du 7 juillet 2015 où on parle du fait que la Hongrie, on est toujours en plan crise migratoire, donc la Hongrie érige une clôture anti-immigration sur sa frontière, donc frontière terrestre et non maritime, ce qui montre que les arrivées n'étaient pas du tout que maritimes. Mais donc, on parle d'un fait spécifique, précis, qui a des coordonnées spatio-temporelles très précises. Donc, les moments où Viktor Orban a décidé de fermer, de construire une sorte de mur sur la frontière extérieure de l'Union européenne en Hongrie. Après, ce qui se passe, c'est que ces images vont être reprises, sauf qu'on va perdre la spécificité de l'image et donc son lien à son référent au moment de leur prise. Et donc, sur France 2 et sur Canal 5, donc en France et en Italie, encore on voit comment les images circulent partout, ce sont les mêmes partout. On reprend ces images, mais on n'a fait aucune référence au fait qu'il s'agissait de l'Hongrie qui était en train d'ériger la frontière. Juste, on utilise cette image pour représenter la frontière extérieure de l'Union européenne. Donc, en fait, quelque chose qui avait un sens très spécifique et qui était bien ancré dans un moment précis, dans un cadre précis. Donc, une image qui, disons, en quelque sorte, peut être utilisée comme preuve de quelque chose. C'est l'évidence du fait qu'ils sont en train d'ériger une frontière à la frontière extérieure de l'Union européenne. Eh bien, est réutilisée juste pour représenter la frontière tout court. Donc, on perd la spécificité et l'image devient générique. Et donc, elle subira la documentation comme frontière Union européenne, alors qu'il s'agit de la frontière extérieure de l'Union européenne en 2015, en Hongrie spécifiquement. Donc, quelque chose de très précis et qui perd donc cette spécificité dans la généricisation, dans ces usages donc, qui la rendent donc générique. Bon, alors il y a voilà, moi je dirais que là, c'est des modes de production des signes, mais ce n'est pas nécessaire. Mais on a donc les deux phénomènes, en fait, qui peuvent avoir lieu, des usages spécifiques, donc des phénomènes de spécification, des phénomènes de généricisation. Donc ici, par exemple, il y a ce que l'on appelle une fake news, non? Donc, dans ce cas, la plupart des fake news ne sont pas des manipulations des images, mais normalement, ce sont des décontextualisations des images. Et donc, justement, on change les coordonnées spatio-temporelles ou actorielles des images qui sont montrées. Donc ici, par exemple, on montrait des images du 10 août 2021 où des migrants attaquent des carabinieri à Pesaro en disant qu'il s'agit des migrants le 18 septembre pardon, 2023 à Lampedusa. Donc on a un usage spécifique de l'image, trompeur, et donc on construit ce que l'on appelle une fake news. Donc la fake news ici, c'est quelque chose de très précis et de très restreint, je dirais, dans les domaines audiovisuels. Mais ce qui est assez étonnant, de mon point de vue, c'est que la plupart des images, la plupart des images factuelles ne montraient pas du tout des éléments factuels. Donc, ce n'est pas qu'il y a les fake news et la réalité de l'autre côté. Non, il y a des images qui sont très approximatives et puis de temps en temps des images qui sont très fausses. Mais à la base, il y a une approximation, donc des éléments qui ne signifient pas directement ce qu'ils sont censés présenter. Et alors, ces systèmes me semblent très, qui est très clair, surtout par les politiciens populistes depuis longtemps, surtout par les politiciens qui sont habitués avec justement la télévision. Et donc, il y a des tentatives. Ici, c'était un exemple, je vois que vous vous souvenez de Silvio Berlusconi qui arrive en rencontre de l'OTAN en Allemagne et Angela Merkel l'attend sur le tapis rouge. Et en fait, Silvio Berlusconi, il sort, mais il est au téléphone. Il lui dit comme ça, en instant, je suis au téléphone, et donc il finit son appel. Donc tout le monde filme l'image, Merkel commence à être embêtée par ça. Donc c'était des images très protocolaires, des images qui sont toujours les mêmes. On voit les politiciens qui se serrent la main, et donc tout est construit d'une manière à que ces images puissent être généralisées très facilement. On a besoin d'une image de Merkel et Berlusconi. Bon, on tape Merkel-Berlusconi, on aura Merkel et Berlusconi à l'OTAN 2009. Mais dans ce cas, Berlusconi a fait quelque chose qui a rendu l'image spécifique, impossible à généraliser. Dans ce cas, cette image-là restera pour toujours
Berlusconi qui fait attendre Merkel, et donc Berlusconi qui se comporte comme une personne lambda, comme ferait n'importe qui. Bravo Berlusconi. Il avait tendance à spécifier les images. Tout à fait, voilà. Et donc là, il y a une tentative non, d'idée, en fait, la circulation de l'image au moment de sa production. Au lieu de produire des images qui peuvent devenir illustrations très facilement, on va guider la représentation, la médiatisation pour rendre ces images spécifiques et donc impossibles à généraliser. Et donc, en fait, on garde en fait, les pouvoirs sur ces réutilisations. Et évidemment, les maîtres de tout ça, c'est voilà, là on en a des exemples, mais je pense que là, l'année dernière, en février, quand il a eu cette terrifiante rencontre entre Zelensky et Donald Trump dans la salle ovale de la Maison Blanche, à la fin, Donald Trump a dit « This is going to be great television ». Donc, il est totalement conscient de ce qu'il est en train de faire. Il est en train de construire une image qui deviendra un souvenir visuel, qui sera répété parce que c'est en raison de ce qui s'est passé et donc en raison d'un contexte très spécifique qui aurait été sinon généralisé dans les images protocolaires, des rencontres classiques qui se font à la Maison Blanche. Et donc, en fait, toutes les reprises de ces images sont des reprises très emblématiques. Et donc, l'image, la séquence est devenue très symbolique, non? Elle a été réutilisée plein de fois. Mais je pense que ça participe au même système, les systèmes de la généricisation. C'est-à-dire des images qui sont remplaçables, interchangeables, qui circulent, qui doivent leur valeur aux peu de traits qui sont utilisés pour définir illustrativement quelque chose. Et de l'autre côté, en fait, des images très spécifiques et très emblématiques et qui circulent en raison de leur pouvoir emblématique. Mais dans les deux cas, on a on pourrait appeler ça pollution visuelle. C'est-à-dire qu'on a une énorme présence de ces mêmes images dans l'espace du visible qui d'un côté sont des redondances parfois, elles sont interchangeables, donc sémantiquement on peut les remplacer, et de l'autre côté ce sont des images qui justement ne sont pas remplaçables mais de la même sorte, elles sont réutilisées tout le temps, elles envahissent nos espaces et ça participe du même phénomène et encore une fois les populistes ont bien compris. Steve Bannon parlait de la file des zones with shit. Donc voilà, on a, dans les deux cas, on a des faits spécifiques parce qu'ici, donc les contextes, c'est qu'il s'agit d'images factuelles. Donc on a quelque chose qui s'est passé à un moment précis avec un référent précis qui peut être généralisé et donc devenir potentiellement un élément stéréotypique, un élément qui fait problème pour plusieurs raisons, ou un effort donc de spécification où l'élément devient un emblème visuel et finit par représenter, on raccroche donc dans ce cas l'image au fait et de la même sorte, en fait, on est dans les mêmes processus qui finit par enlever tous les éléments de décor, donc tous les éléments contextuels qui pourraient diversifier l'histoire racontée. Alors, par exemple, dans le cas de Trump et Zelensky, c'est très intéressant que j'avais travaillé sur ces images l'année dernière. Parmi celles qui revenaient tout le temps, il y avait aussi les moments où un journaliste demande à Zelensky pourquoi il n'a pas de costume. Vous vous rappelez, Zelensky répond. Et bon, celle-là a disparu aujourd'hui. Donc, on voit qu'il y a un phénomène de filtre et de sélection qui porte à retenir seulement quelques images, quelques éléments. Et donc, la spécification produite par Trump et J.D. Vance dans ce cas était très précise. Elle visait donc à construire un emblème qui ensuite allait envahir l'espace du visible, donc provoquer ce phénomène de remplissage. Bon, parfois, il y a aussi des images qui sont produites pour être génériques et qui peuvent devenir spécifiques. Bon, ça aussi, avec Dario, on en a analysé une fois, produite par Reuters et ensuite réutilisée pour représenter spécifiquement les Brexit. Je n'ai pas l'exemple ici, mais c'est beaucoup plus rare. Mais normalement, on a donc des images qui sont censées représenter quelque chose de manière très précise, mais en fait qui sont généralisées, donc qui perdent leur ancrage
leur ancrage factuel et qui peuvent donc devenir des stéréotypes. Bon, alors, je vais essayer d'aller vers la fin parce que je vois qu'il est 55. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup du slope, donc la présence d'images produites par l'intelligence artificielle. Alors ici, par exemple, il y avait un reportage du New York Times qui parlait de la nostalgie des années 90 que l'on voit circuler sur Instagram avec des images créées par IA et où donc on donne une vision voilà, très nostalgique justement des années 90, pas forcément correspondante à la réalité et au problème. Donc les gens du New York Times disent ben, le problème, ces images ne sont pas vraies. Donc, ça pose question, etc. Bon, je pense que si on voit les choses du point de vue de la présence, de l'usage massif des images qui sont généricisées, d'images qui sont illustratives dès le départ, des images qui circulent à tel point qu'on ne sait même plus qui les a produites, qui les a réannotées, qui les a réutilisées. En fait, ces images qui sont remplaçables dès le départ ont comme conséquence, en fait, dans un système industriel, d'être automatisées. En fait, l'automatisation de la production, ça va de soi. Évidemment, c'est beaucoup plus facile de remplir, de participer à cette industrie du remplissage avec des productions automatiques qu'avec tous ces systèmes complexes de recherche d'images qui, de toute façon, n'ont rien à voir avec ce qu'elle a représenté au départ. Donc, peu importe la question de l'indexicalité qu'on pose aujourd'hui aux images automatisées par IA, l'indexicalité n'existait pas avant, bon, bien avant évidemment non plus, mais factuellement était quelque chose qui était rompu déjà dans les usages génériques des images dans les news. Autre exemple ici, donc j'avais travaillé sur la construction européenne et donc ce qu'on voit dans les images récurrentes de la construction européenne, c'est qu'il y a un nombre très redondant des figures qui sont toujours les mêmes, qui circulent en France, en Italie, toujours les mêmes, et qui emblématisent. Donc là aussi, la mémoire européenne a autour de très, très peu de figures et de motifs, comme par exemple la signature du traité de Rome. Donc, dans les cas même de la signature du traité de Rome, la signature, on avait raconté au Luxembourg, en fait, ils signaient des pages blanches parce qu'ils n'avaient pas eu le temps d'imprimer les textes du traité. Donc là aussi, il y a une petite mise en scène. Si on pense au discours de Robert Schuman, et puis on voit tous les 9 mai pour la fête de l'Europe, on voit les discours de Robert Schuman, mais en fait, ce n'est pas le discours de Robert Schuman que l'on voit dans les images, mais c'est une remise en scène parce que le discours de Schuman, le 9 mai 1950, n'avait pas été filmé. Donc là aussi, la question de c'est certainement des images qui sont quand même illustratives et représentatives de la chose, mais on voit que la question est très nuancée et donc l'effet d'automatiser toutes ces productions, même dans les cas très emblématiques, est quelque chose qui semble aller de soi dans les phénomènes industriels et qui me semble être très lié en fait à l'agrandissement plus en général des espaces et des diffusions. Bon, je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est vraiment intéressant. Et quand je t'écoutais, ça, c'est juste une petite boutade. Et quand tu parlais de l'horreur, puis de la télévision, l'image noire, c'est bien cette sorte de malédiction jacobsonienne. Il faut toujours une sélection. Il faut faire toujours une sélection. Non, mais j'aimerais revenir sur ta question du processus de. En fait, sur l'idée de reprise, je trouve très belle. Et je me demande si, bon, à un moment donné, tu disais finalement l'identité en reprenant Deleuze, en fait, on ne construit que parce justement qu'il y a répétition, mais pas le contraire. Et je me demande s'il n'y a pas un effet peut-être du système de production qui fait en sorte que toute image est vouée à être une reprise. Sauf que même l'image originale va être tout de suite par le type de plateforme, par le type de processus industriel, au-delà du fait que sera en effet par la suite reprise, etc.
est-ce qu'il est déjà en soi, sa nature devient déjà une nature de reprise. Même l'original est déjà une reprise. Comme si je dirais pas le genre, mais disons, le type de production industrielle fait que même l'original devient une reprise d'emblée. Même s'il ne se passe rien ensuite. Oui, je suis C'est d'accord. qu'il soit tout de suite perçu comme ça, en fait. Même, bon, là, c'était le cas même en photographie avant, non, dans le négatif, mais avec le numérique, c'est encore plus évident. Quel est l'original, non? Quelle est la version du fichier? Donc, oui, on est certainement dans la reprise. Là, disons que c'est les moments de la médiatisation que j'observe. Et certainement, au moment de la production de l'image de J.D. Vance, les photographes de l'AFP doivent avoir une multitude d'occurrences de la même image. Voilà, donc certainement, ce sont une reprise dès le départ. Merci. Marie-Julia? Oui, alors merci beaucoup, Matteo. J'ai deux questions. Alors, la première concerne la valeur esthétique. Oui, parce que je me suis dit, la réinstauration, ça a été toujours typique de l'image artistique et qui devient un exemple, un emblème éventuellement, qui devient quelque chose, oui, qui revient comme exemple, disons, même éducationnel. Et comment diversifierais-tu la circulation que tu décris avec une circulation exemplaire et exemplificative de certaines propriétés éthiques, esthétiques, etc., faites par l'image artistique? Autre chose, la valeur esthétique est faite, bien sûr, par la densité des traits, ce que tu appellerais dans ce cas une hyper spécificité liée au contexte. Donc, ça s'est perdu, disons, ça s'est perdu dans ces images de stock, disons, mais il reste une efficacité. Alors, comment expliquer cette efficacité, sinon pas avec en partie des catégories qui sont esthétiques ou de toute manière qui ont été produites, je ne sais pas, je pense aux catégories des Wolflin, tu vois, sur la question des bords, comment est-ce qu'on construit les centres, comment on attire les regards, etc. La deuxième question, par contre, c'est sur les stéréotypes. Alors, tu n'en as pas vraiment parlé, mais bien sûr, généralisation, emblématisation, ça concerne ça. Nous, on a déjà travaillé sur la prototypie. Alors, les prototypes, pour le dire évidemment très rapidement, c'est un ensemble de catégories fondamentales qui sont, comment dire, élues pour la représenter. Les stéréotypes, ça peut être pour l'instant, c'est ce qu'on a fait pour l'instant dans ces séminaires. Quelqu'un, là, par exemple, Jacques Fontani dit on passe du stéréotype, du prototype au stéréotype à travers une déviation catégorielle. Et moi, par exemple, j'avais proposé cette élection encore plus étroite des qualités. Des déviations catégorielles, qu'est-ce qu'il entend par là? Ça généralise une catégorie? Oui, c'est-à-dire que par rapport à cet ensemble de qualités fondamentales, tu en choisis une et tu la détournes en partie. Une ou un certain nombre. Et d'ailleurs, c'est le problème de la réduction. Moi, j'ai par exemple montré dans mes exemples qu'on réduit les qualités spécifiques d'un auteur, par exemple, et on les répète, par exemple, ou on les enchaîne de manière très différente qu'il ne les fait à l'origine, disons. Et puis, évidemment, il y a le problème aussi de la stéréotypie de la première image, disons, parce que parfois, ce sont des stéréotypies, comment dire, qui sont ajoutées à d'autres stéréotypies, gadgetification, dans les cas, par exemple, de Van Gogh, etc. Et donc, je voudrais savoir si tu fais des distinctions. Je veux dire, l'emblématisation comme perte de périphérie, ça m'intéresse beaucoup, je veux dire, c'est effectivement. Est-ce que tu les différencierais par rapport à ces deux opérations que je t'ai dit, déviation et, selon Fontani, disons, et sélection et répétition
différentes syntagmatisations, comme je le dirais moi par exemple. La première question, c'était quoi? J'ai oublié. C'était la valeur esthétique. Ah oui, la valeur esthétique. Mais la valeur esthétique est certainement présente aussi. C'est-à-dire que. Comment est-ce qu'on choisit aussi, je veux Oui. dire, je veux dire, ces images banales, finalement, elles sont utiles et sont efficaces. Donc, comment expliquer par rapport à une autre circulation, que c'est la circulation des images hyper efficaces, forcément, celle artistique. Mais alors, il y a des choix. Donc, par exemple, même en parlant avec les gens par exemple, les gens des Mediaset qui utilisent ces images, eux, ils te disent qu'eux, ils ont toutes leur catégorie esthétique à eux. Hein. Ils choisissent certaines images, ils disent, celle-là, ça représente l'Union européenne, on voit l'Union européenne, on voit les bâtiments de la Commission gris, mais là, vous avez les drapeaux bleus qui sont sur fond gris. Donc là, il y a la verticalité qui s'oppose à l'horizontalité, il y a la rondeur donnée par les drapeaux. Ils ne sont pas très loin Donc, il y a toute une... bon, dans ces cas, c'est une personne qui est très intéressée par ce genre de questions, donc il arrive à il a un regard réflexif. Mais même ceux qui n'ont pas de regard réflexif, je pense que des choix qui ont un sens esthétique quelque part. Et les cas du bateau en mer, évidemment, il y a un sens même au-delà de la qualité esthétique, il y a la question de la spectacularité. C'est plus spectaculaire de montrer le bateau en péril dans la mer, la question de la mer, l'évocation de l'imaginaire. Oui, et puis c'est isolable. Il y a énormément quelque chose que tu ne peux pas dans d'autres frontières, c'est très difficile d'isoler les problèmes, tandis que les bateaux est vraiment emblématique de cette possibilité de... Après, la foule de gens qui traversent dans la bruine qu'on voyait en Hongrie, enfin, il y a d'autres images qui peuvent être emblématiques. Hein. Donc, absolument, il y a plein de facteurs. Hein. Mais je pense que oui, les facteurs esthétiques doivent être présents quelque part dans tous ces processus. C'est-à-dire que finalement, les images qui restent sont rarement des images que l'on qualifierait des non efficaces. Non, ce sont des images qui, même d'un point de vue plastique, ils ont des éléments qui ont un intérêt et qui, voilà. C'est intéressant de voir qu'ils doivent être généralisables, mais en même temps doivent garder une efficacité qui normalement est typique de quelque chose d'unique ou d'exemplaire, comme de la revenir sur cette question, je me souviens des images qui sont restées comme emblématiques de deux moments importants de ces événements ces dernières années. Une qui c'était la photo qui avait été analysée par Denis Bertrand une fois, une photo après la manif où sont tous Charlie. C'est une photo qui a été prise de la place de la République, de la statue, plein de gens. Et lui, il a fait une analyse. Pourquoi cette photo était restée? Et évidemment, c'est ce qui apparaissait. Et puis, moi, je l'avais vu aussi une autre photo après le tsunami. On voyait une dame très frêle au milieu des charges, des voitures. Et il y avait des qualités, disons, semi-symboliques, figuratives, figurales, évidentes. Par exemple, d'un point de vue énonciatif, c'était évident que dans la photo de Charlie, il y avait une construction, tu sais ce que le point de vue de non-généricité très particulier, qui faisait que cette photo était devenue emblématique justement parce qu'il y avait cette qualité, disons, énonciative très particulière. Ça, c'était clair. Mais il y a un moment où André Gunther, qui n'est pas sémiologue, mais il analyse comment est devenu, lui il l'appelle iconique, donc iconique, on ne voit pas, mais comment est devenu iconique l'image du petit Thaïlande. Et alors c'est intéressant qu'il dit, il y avait plein d'images, et après il y a Times et Le Monde ont sélectionné une image qui après du moment où ils les ont sélectionnées mise en une, cette image-là a été reprise partout. Et donc, dans leur image, on voit les petits enfants avec les visages, on n'en voit pas les visages. Il y avait d'autres images où on voit le visage de son frère. Et cela a été écarté. Donc, en fait, on a sélectionné une image pour une question d'horreur, lui, il appelle horreur acceptable. Acceptabilité de l'horreur. Non, on voit l'enfant mort, mais on n'en voit pas le visage. Donc, et donc ça vient dans les moments de la reprise. Donc, voilà. Mais par rapport
Non, tu m'as parlé donc de la prototypie. Et, D'une certaine manière, la prototypie, c'est la base commune à différentes stéréotypisations, etc. Parce que c'est le lieu de la sélection primaire, disons, des catégories, pardon, des qualités, qui représentent quelque chose, qui représentent bien quelque chose. Oui, sauf que On peut essayer de diversifier. moi j'aurais la tendance à dire que parce que par exemple là, on parle, quand on a parlé des images liées à l'économie, quand ces gens cherchent économie, ils trouvent un dossier où tu as les pièces d'euros qui sont produites. Absolument. Mais les pièces d'euros ne sont pas des éléments. Non, on ne pourrait pas trouver des caractères, des traits définitoires d'économie dont font partie les pièces d'euros. Les pièces d'euros sont déjà un choix qui peut être écarté par un autre choix. Donc, est-ce qu'il y a une seule prototypie? Non, dans le moment où on doit faire ces choix illustratifs, on a déjà sélectionné des traits. Donc l'activité de sélection écarte forcément quand on a l'immigration. Bon, pourquoi montrer le bateau des migrants et non pas montrer les migrants dans la bruine ou non pas montrer un serveur dans un café? Donc, c'est des choses très différentes. Et donc, les traits caractéristiques, est-ce qu'il y en a qui sont indépendants c'est comme la question de la répétition, est-ce qu'il y en a qui sont indépendantes du moment de la visualisation? Je pense que ça dépend aussi de la spécificité du médium. Par exemple, je ne sais pas où tous ces monnaies d'or ont été présentées, mais j'oserais dire, je vois mieux l'or qui brille à la télévision que imprimé sur le papier d'un magazine. Donc, je pense qu'il y a une efficacité liée non seulement aux médias, mais aussi à la manière dont on regarde ces images, c'est-à-dire en feuillant, en passant d'une page à l'autre, en se fixant sur... Donc, je pense qu'il faut lier ça je veux dire, il faut lier l'efficacité à nos pratiques, même sensorimotrices, d'utiliser ces images, observer les images, les valoriser. Il y a quelques Il y a la questions. liste, oui. Oui, Alors, Enzo en premier, oui, Jean-François, Emmanuel, et puis Gilles. Et moi. Enzo, et puis Rossana, Marika. Ok, Marika, Rossana. On est nombreux. Essayons d'être... Ok, merci beaucoup Matteo, je ne sais pas si vous m'entendez. Alors, Oui, me parle un peu plus fort. ah oui, Okay. alors merci beaucoup pour voilà, l'intervention super intéressante et aussi de nous avoir parlé de tes projets. Moi j'ai deux questions, la première peut-être est plutôt une remarque qu'une question. C'est-à-dire qu'il me semble, tu l'as bien expliqué, qu'on utilise pour des émissions télé surtout des images qui se prêtent à être employées justement et du coup qui ont une sorte de généricité. Et voilà, ça c'est très intéressant. Alors je me demande deux choses. La première est que dans ton analyse et dans disons, l'objet qui t'intéressait, les phénomènes de circulation, là justement on prend en compte surtout, tu as pris en compte surtout les éléments qui sont liés aux images. Tandis que comme tu l'as dit, ces images puis sont pliées à chaque fois à des discours spécifiques. Du coup on utilise la même image stéréotypée mais on parle d'événements différents, des choses qui arrivent. Et du coup, je voulais te dire si ça, à ton avis, ça fait quelque chose par rapport au rapport entre ces deux, entre guillemets, langages. En réalité, voilà, ces deux, comment ça change avec cette organisation et surtout cette habitude de production. Et si peut-être, par rapport à l'histoire des médias, par rapport à l'histoire de l'audiovisuel, on a peut-être un peu sous-estimé tous ces processus techniques qui font de sorte que le langage audiovisuel, en fait, nous, on pense au cinéma, on pense au montage, entre guillemets, classique, tandis qu'il y a toutes ces autres procédures qui empruntent des images qui existent déjà de manière systématique et auxquelles on n'a pas fait trop attention. Ça, c'est une question plus générale. Et une question plus spécifique, par contre, qui concerne des événements singuliers.
Par exemple, s'il y a un attentat spécifique ou un tremblement de terre, là, c'est un peu plus difficile d'utiliser des images génériques, c'est-à-dire qu'on devrait avoir les images de l'événement lui-même. Et par rapport à ça, je vais me permettre d'ajouter, si tu as remarqué dans tes projets, s'il y avait une démarche différente qui concerne les images des citoyens. Justement, dans des tremblements de terre, dans des attaques terroristes, il circule souvent des images qui sont prises des smartphones, etc., et qui sont utilisées dans la presse, disons, dans les GT. Et comment ça se passe? Ces images sont stockées de la même manière, avec les mêmes logiciels, ou il y a une classe spécifique? Comment ça se passe par rapport à ces images-là? Merci, Enzo. Donc, c'est presque 4 questions. Ah ouais, désolé. Alors, pour la première, je suis tout à fait d'accord, absolument. Enfin, effectivement, les faits qu'on est, surtout dans les JT, on a les langages du journaliste et les monteurs qui montrent les images à côté. Donc, vraiment, il y a presque en parallèle deux processus médiatiques qui sont faits. Et donc, ça, effectivement, c'est certain que ça contribue au fait que certaines images deviennent plus illustratives que d'autres. Ça, c'est d'ailleurs quelque chose, voilà, je disais, les sémiologues, Jean-Claude Soulage, non, ils ont beaucoup travaillé sur les JT, ils avaient déjà vu l'importance de la voix off dans les JT, etc. Et en ce qui concerne en fait les images, et en ce qui concerne en fait la question en fait des images spécifiques à certains événements. Alors, c'est ce que j'essayais de dire qu'à mon avis, c'est le même processus finalement. Tu peux considérer qu'il y a une sorte de... c'est comme une polarité, non, entre une spécificité. Je ne sais pas, la spécificité maximale serait chez l'image, la vidéosurveillance, la caméra de vidéosurveillance avec l'heure, la date. Il y a un cas, les attentats de Bruxelles à l'aéroport où on voit les deux attentateurs qui passent dans la caméra de vidéosurveillance, on les reconnaît. Non, donc là, on a l'heure, la date, la personne, donc ça c'est hyper spécifique, c'est genre une preuve visuelle. Et puis, une polarité qui va vers une généricité qui, voilà, les maximums de généricité, je ne sais pas ce que ça peut être, parce qu'il y a toujours quelque chose de spécifique, donc, comme on a dit dans l'image. Mais donc, même dans les cas où on a un tremblement de terre, bon, là aussi, on a une généricisabilité qui concerne les domaines du tremblement de terre. Et après, il y a énormément de cas où on parle d'un événement et on montre des images d'un autre événement. Ça, moi, ça m'est arrivé de voir des images de la guerre en Syrie sur Rai 2 et dans des images de la guerre en Syrie, ils utilisent des images dans un documentaire de propagande de l'État islamique. Vous savez, à l'époque où il y avait des documentaires de propagande faits par ces agences de l'État islamique qui faisaient des trucs très hollywoodiens. Enfin, ils utilisent. Et il y a certaines images qui, bon, sont quand même des images de cet endroit-là. Mais bon, c'est quand même très particulier. Donc, en fait, les brouillages des repères, à mon avis, finissent par tout mélanger. Tout passe plus ou moins inaperçu parce que lorsqu'on est à un niveau d'illustrativité, de généralisabilité, ça devient très facile en fait d'utiliser, de se tromper même de manière éclatante dans les images qu'on utilise. Quand on montre les images de la Seconde Guerre mondiale, on parle des bombardements allemands et on montre des images de Dresde à chaque fois. Parce que les images de Dresde sont particulièrement esthétiquement intéressantes à montrer. Mais donc là, c'est une erreur. Mais bon, on n'y fait pas trop attention parce que de toute façon, les images illustrent bien la Seconde Guerre mondiale. Donc, à mon avis, il y a une polarité. Enfin, on n'a pas forcément il peut y avoir des éléments plus ou moins spécifiques ou plus ou moins génériques. Et je ne sais pas si j'ai répondu à tout. Oui, je pense que tu as répondu parce qu'il faut passer à Jean-François. Les gens continuent de s'inscrire, mais je vais dire non à Marion. Non, c'est pas possible. C'est à moi. Oui, à toi, Jean-François. Oui, d'accord. Alors, merci, c'est très intéressant. Jérôme, je voudrais vous poser une question. Il me semble que toutes les images dont vous avez parlé sont systématiquement orientées vers ce qu'elles montrent.
Et d'une certaine façon, rien d'autre, c'est que ce sont des reportages. Or, des reportages, en quelque sorte, débrayés de leur énonciation, de ceux qui l'ont fait. Or, il y a beaucoup d'images, en particulier, je pense que j'avais travaillé sur des images de guerre pendant la guerre de 14, et les gens envoyaient des images aux journaux, mais c'était les soldats qui faisaient les images. Et il y avait des prix, mais les prix étaient en général donnés à ceux qui faisaient des images intéressantes, mais surtout ceux qui faisaient des images dont il était extraordinaire qu'ils les aient faites. C'est-à-dire que c'est le fait de les faire qui était extraordinaire. Alors, bon, par ailleurs, encore toujours dans les images de guerre, mais ça, je crois que vous en avez plus ou moins parlé il y a un instant, dans ces mêmes images de guerre, il y a une forte esthétisation aujourd'hui. Et ça a toujours été le cas, mais maintenant, il y a une forte... C'est-à-dire que maintenant, on ne montre plus, par exemple, une ville rasée, mais on montre l'effet esthétique d'une ville rasée. C'est-à-dire on parle tout autre discours. Voyez. Or, dans ce que vous avez dit, il me semble que vous avez focalisé essentiellement votre propos sur la première solution, c'est-à-dire montrer quelque chose, mais pas le fait de montrer, et pas non plus l'esthétisation du reste. Alors, moi je pense qu'il y a une esthétisation partout au sens d'une agencement de la sensibilité, même dans les pièces d'oro. Mais dans les images, ces séquences qui sont pensées vraiment comme génériques. Il y a vraiment une volonté, cette idée de la remplaçabilité, de l'interchangeabilité. En quelque sorte, il y a quelque chose qui va contre la rareté de l'image. Donc, c'est exactement en quelque sorte le contraire de l'histoire des photoreporters dont vous parlez, des soldats qui prennent des photos, donc l'exceptionnalité de la photo, disons. Oui, il est à l'époque, en tout cas, extraordinaire d'avoir fait. Oui. Donc, on les sélectionne. Voilà. Alors que là, c'est bien le contraire. C'est justement le fait que ces images sont interchangeables et d'ailleurs, souvent, on dit des images illustratives qu'il faut qu'elles passent inaperçues. Donc, il ne faut pas trop se rendre compte que c'est une image d'illustration, parce que si on se rend compte que c'est une image d'illustration, alors à chaque fois, on se dit, oui, mais ce n'est pas la bonne image. Alors que ce n'est pas, justement, c'est l'effet recherché, c'est que l'image doit passer, mais il ne faut pas trop y faire attention, parce que si on y fait attention, on se rend compte que, en fait, ça ne colle pas. Et c'est la raison pour laquelle, très souvent, en plongeant, on disait, bon, il faudrait écrire image d'illustration, il faudrait écrire image d'archives, mais personne ne veut le faire, justement parce que c'est que des images d'archives, des images d'illustration. Donc, si on devrait l'écrire partout, mais c'est justement la remplaçabilité qui, en quelque sorte, va contre la rareté, l'exceptionnalité de la chose. Après, quand on a quelque chose de très exceptionnel, on a le processus opposé, en quelque sorte, c'est-à-dire que l'image devient un emblème visuel et donc ça circule encore plus en tant qu'emblème, en tant qu'image très parfois spécifique ou qui fonctionne de manière spécifique. Mais c'est le processus de la remplaçabilité qui me semble intéressant d'un point de vue sémiotique. Parce que donc là, si l'image est remplaçable, on a perdu, on l'a désémantisé en fait. On a perdu plein d'éléments d'essence. Et donc, on a perdu ces éléments d'essence et l'image d'un bateau de migrants ou un autre, ben, c'est remplaçable, on en prend un après un autre, mais quand même, ça pose des questions. Quoi. Il y avait des gens sur ces bateaux. Et au-delà de l'agencement, de l'esthétisation de la chose, en fait, et là, je pense qu'il y a quelque chose qui porte de manière évidente au fait qu'on automatise tout ça. Donc, évidemment, si ces images ne sont plus donc un bateau avec des gens dessus, mais juste l'illustration pensée par une d'un bateau, ben, c'est mieux. On a très peu de minutes. Manuel, non? C'était Emmanuel. Oui, mais il vient de dire non. Donc, Gilles, très rapide. On va arrêter dans 6 minutes. Il y avait Marion tout à l'heure aussi. Non, oui, mais elle a compris que... Deux questions.
le processus d'emblématisation et spécification, on l'a pour la photo, on l'a pour la télévision et on l'a pour l'algorithme. Donc, il y a un continuum. C'est le même univers fond, diffus d'image. Ça, c'est la première question. Deuxième question, quand on voit des images répétées, on sature. Donc, ce n'est pas votre enquête, mais c'est d'autres enquêtes. Il y en a qui décrochent, les spectateurs. Il y en a qui aiment, il y en a qui décrochent. Est-ce que vous avez une idée? Je m'arrête là parce qu'on peut développer. Oui, à mon avis, c'est un continuum, justement. Quand cette image, l'image, elle n'est pas, on ne peut pas l'enlever de ces conditions des circulations numériques, des documentations, des métadatations. Donc, tous ces éléments-là font que, voilà, on construit un emblème dans ces circulations-là, dans ces passages qui peuvent être très complexes. Et effectivement, donc on sature. Et donc ça, c'est très intéressant parce qu'il y a un équilibre qu'il cherche, à mon avis, dans l'industrie, entre l'effet de répéter des choses que l'on connaît déjà, parce que si on ne connaît pas, on décroche parce qu'on ne connaît pas, et avoir un peu des nouveautés pour attirer l'attention et ne pas... et donc ça, c'est intéressant, effectivement, à regarder en essayant de comprendre la durée de vie, non, d'une reprise. Parce que ces reprises ont une durée de vie, non? Il y en a certaines qui, à un certain moment, elles disparaissent, on n'en parle plus, parce que, voilà, c'est passé des modes, en quelque sorte. Mais au moment où on est en pic, je ne sais pas, de l'image de Zelensky et Trump, on la voyait tout le temps. Ben, à un moment, physiologiquement, on a arrêté d'en parler, parce que probablement, voilà, il y a cet effet que vous dites de saturation. On commence à décrocher parce qu'on en a trop parlé. Et donc il y a une intention de parler de la durée de vie de la circulation. Malika, très rapidement. Très rapidement, merci beaucoup. Cette communication très passionnante. J'étais curieuse d'en savoir plus sur les processus vérificatoires parce que, en effet, si j'ai bien compris, ce n'est pas là un problème de manifestation des valeurs dans les discours, du vrai ou du faux, parce qu'à l'origine, il y a des images qui ont un rapport avec les référents. Et donc, j'ai repensé à la proposition de Brandt de réviser les carrés vérificatoires et donc de mettre à la place de la vérité l'évidence, à la place de la fausseté, la non-pertinence. Et je me demandais donc s'il s'agit plutôt d'un processus de circulation des valeurs. Donc, c'est efficace, c'est vrai parce que ça circule dans les discours. Et à côté de ça, je me demandais aussi quel est le rapport avec les pratiques des remixes, des remakes, etc. Parce que, par exemple, sur des plateformes telles que TikTok, il y a des phénomènes qui sont très spécifiques. Je pense, par exemple, à la pratique de garder seulement la voix par rapport à certaines petites blagues et de mettre une nouvelle vidéo avec soi-même. Il y avait une blague diffusée il y a un peu de temps qui disait « Moi, au travail, on m'appelle 007, zéro compétence, zéro motivation, 7 post-clope. » Et tout le monde reprenait la voix et mettait son visage, mimait la vidéo. Merci beaucoup. Merci pour la question. Oui, absolument. Je pense que nuancer, non, la question qu'on a fait vraiment parler des pertinences, et même je parlerai des légitimités peut-être de l'usage d'une image à certains endroits me semble tout à fait juste. Et même pour remettre en question en fait, la fameuse question de l'indexicalité avec les images, les productions automatiques d'images. Et en ce qui concerne donc voilà, tous ces phénomènes-là, mais il y a même l'insta-repeat, non? Il y en a certains qui montrent comment sur Instagram, tout le monde a la même pose, les mêmes. Et je pense que c'est très étonnant parce que ça participe du même phénomène. Donc, justement, la répétition n'est pas juste empirique, ce n'est pas que des reprises. Il y a une redondance sémantique. Dans les bateaux, il y a différents bateaux. Mais il y a aussi des pratiques qui sont répétitives. Donc, lorsqu'on parle de l'ouverture non, aux usagers, finalement, les usagers font tous la même chose.
Juste à ces propos, moi je pense toujours à ce livre de Dominique Cardon quand il parle des algorithmes. Et donc, lui, il parle des bulles de filtre, non, c'est les propos qui arrivent les bulles de filtre. Et à un moment, il se demande si est-ce que les algorithmes nous enferment dans un monde régulier redondant, ils nous enferment dans un monde régulier redondant, ou jusqu'à quel point, en fait, c'est nos pratiques qui, de facto, sont déjà régulières et redondantes. C'est nous, en fait, qu'on est redondants. Donc, jusqu'à quel point, en fait, on se répète et c'est une pratique sociale. Donc, c'est étonnant. Une dernière, une minute. Toi, ne réponds pas. Non. Alors, merci beaucoup, Matteo. C'était hyper intéressant. Une question hyper rapide, pardon pour la synthèse, se raccroche un peu à ce qu'Owen évoquait, la question de l'intégration dans des discours, non, au sein de la circulation. Si j'ai bien saisi, j'ai repéré 3 critères d'intégration dont tu as parlé, le critère de l'intégration symbolique, le critère de l'intégration emblématique et le critère de l'intégration pathémique. Donc, 3 formes tu avais parlé de l'effet. Et je me demande, pardon, encore pour la synthèse, quel est le poids dans ces critères d'intégration des 2 polarités de la valeur idéologique? Parce que j'ai vu que l'intégration symbolique, elle fait appel à la question de l'Europe, les couleurs que tu as évoquées, etc. Et de l'autre côté, de l'intégration, et de l'autre côté, du pôle de l'institutionnalisation, c'est-à-dire le média source à partir duquel l'image commence à circuler. Donc, je me demande quel est le poids de ces 2 pôles dans ces dynamiques d'intégration. Pardon pour la synthèse, mais merci beaucoup pour ta conférence. Merci, c'est une demande très complexe. Bon, peut-être on en parlera après, mais oui, c'est sûr qu'il y a une. Je ne sais pas si c'est 2 pôles, comme tu dis, enfin, je ne vois pas de pôles, quoi. Entre éléments, du paramètre. Oui, d'idéologie, institutionnalisation et même anti-institutionnalisation, je veux dire. Ce sont des éléments qui voilà, absolument sont à prendre en compte. Je sais pas, on en parle peut-être. Merci beaucoup. Merci.